Avertissement. Ce récit aborde la maltraitance et la négligence envers une personne âgée. Certaines scènes peuvent être difficiles à entendre. Si ce sujet vous touche, prenez soin de vous. Un millionnaire retrouve sa mère âgée endormie par terre, pleine de marques violettes. Et ce qu'il découvre ensuite bouleverse tout ce qu'il croyait savoir sur sa vie, son argent et ses absences. La voiture glisse dans la nuit, éclairée par les lampadaires blêmes. Marcelo gare dans l'allée comme il l'a fait des milliers de fois. Mais ce soir, quelque chose est différent. Le portail s'ouvre lentement, sans le claquement habituel, et la maison semble retenir son souffle. Il n'y a pas de lumière dans le salon. La clé tourne dans la porte, et un silence épais accueille le retour du fils riche, du directeur, de l'homme qui n'a jamais assez de temps. Il avance dans le couloir, ses pas font écho sur le carrelage froid. Une photo sur la console attire son regard. Lucia, plus jeune, cheveux relevés, sourire de celles qui n'ont jamais su mentir à la vie. Marcelo s'arrête, la main sur le cadre. Cette image ancienne est comme un phare qui le ramène à autre chose que des contrats et des chiffres. Puis, au sol, une tache qui n'aurait pas dû être là. Une main tremblante, une veste posée en vrac, et elle, Lucia, étendue, apparemment endormie. Le visage pâle, un bras étalé, des marques violacées qui strient la peau comme des ombres. La première réaction est mécanique. Il se penche, secoue, appelle. Sa voix devient étrangère dans sa bouche. « Maman ?» Elle ouvre les yeux, confusion douce, elle minimise d'une voix rauque. « Je suis tombée, ça va, c'est une simple chute. » Mais quand il soulève son bras, l'odeur de la maison lui revient. Mélange de café refroidi, d'un parfum ancien, et plus discret, l'odeur métallique du nettoyage trop fort. Les marques ne sont pas fraîches toutes. Certaines sont pâles, comme si elles avaient des jours, d'autres plus sombres. La peau est sèche. Un filet de salive a collé un coin de la bouche. Marcelo sent une panique froide lui monter à la gorge, un mélange de culpabilité et d'urgence qu'il n'a pas ressenti depuis longtemps. Il n'a pas dormi depuis 2 jours, non pas par inquiétude, mais par travail. Il a manqué ces petits matins où sa mère ouvrait la fenêtre pour surveiller le voisin, ses tasses de café tiède laissées sur les rebords. Sa richesse est venue avec une vie qui l'a éloignée d'elle, et maintenant chaque seconde volée à sa présence pèse plus lourd que n'importe quel contrat. L'ambulance arrive à la hâte. Les voisins se massent derrière les fenêtres comme des témoins silencieux. Les ambulanciers par le bas, examinent, notent des choses qu'il ne comprend pas. Déshydratation, hématome de différentes dates, peau fragile qui ne pardonne pas l'oubli. À l'hôpital, le médecin, sans détour, évoque des indices qui claquent comme des mots offensifs. Négligence, signe d'abus répétés. Marcelo entend, mais il n'entend pas encore la vérité. Les médecins font leur travail. Prise de sang, examen, radio. Lucia, avec la douceur qui a toujours été sa manière de repousser le monde, referme sa main sur la sienne et dit « Comment récite un souvenir protecteur ? Ne t'en fais pas, mon fils. J'ai chuté juste une fois. » Sa voix tremble, mais elle sourit, comme pour écarter une tempête. Au fond du couloir de l'hôpital, Marcelo se surprend à imaginer des scénarios. Il pense à la femme embauchée pour l'aider, à la voisine qui vient parfois chercher du pain, à la sœur qui habite 2 rues plus loin et qui ne décroche jamais quand on l'appelle. Il sent l'ironie. Il a amassé assez pour acheter l'impossible, mais il n'a jamais racheté le temps qu'il manque. Cette sensation de vide devient la première pièce d'un puzzle qu'il ne comprend pas encore. Après la visite médicale, alors que les infirmières s'organisent et que la mère reste sous surveillance, Marcelo retourne à la maison avec une valise d'images et de questions. La maison est en désordre, une chaise renversée, une paire de pantoufles mal assorties, et sur la table basse, un pilulier ouvert dont les compartiments montrent des pilules mélangées, comme jetées au hasard. Il trouve des enveloppes, des papiers, reçus, notes griffonnées à la va-vite, tickets. Il y a une liste de courses au stylo bleu, et dessous un mot tremblé. Pour Marcelo. Vends la table, garde le lit. Les mots semblent tenir à la fois d'une stratégie et d'une honte silencieuse. J'interroge Anna, l'aide à domicile qui a travaillé quelques mois chez sa mère. Elle se défend, les yeux fuyants, sa voix se tord comme une corde qu'on tire trop fort. Elle parle de journées longues, de nuits sans sommeil, d'ordres contradictoires. Madame Lucia est fière, dit-elle, elle ne voulait pas déranger. Quand Marcelo lui demande des détails, elle hausse les épaules, parle de petits accidents, de l'âge, d'une main maladroite. Mais dans ses phrases il y a des trous. Anna oublie parfois de noter les doses. Elle admet des moments où elle a laissé la porte entr'ouverte. Elle mentionne une visite régulière d'un homme, Jonas, un nom jeté comme un caillou dans une eau calme. La voisine d'en bas, Donna Johanna, ne parle jamais par demi-mesure. Elle a des mains épaisses et des ongles noirs par la terre du jardin, et une mémoire exacte comme une vieille horloge. Elle se présente avec un sac en plastique contenant des feuilles jaunies, des petits mots, des listes, des allers-retours consignés, parfois des appels calligraphiés sur des carnets. « J'entendais des bruits la nuit, dit-elle, des disputes étouffées, des chutes, puis du silence. » Elle remet à Marcelo un carnet où elle écrivait, sans trop savoir pourquoi. Heure, cri, porte. Les mots ne sont pas des preuves, mais ils dessinent un paysage. Il existe d'autres indices qui n'apparaissent pas d'emblée. Un reçu de vente pour une table ancienne, un ticket de braderie pour un matelas neuf,
des captures d'écran de conversations téléphoniques où Lucia remercie quelqu'un pour de l'argent. Ces fragments racontent une histoire parallèle, la mère qui vend ses biens, pièce par pièce, pour couvrir des trous dans un budget qui n'était pas le sien. Marcelo, en regardant ces échanges, sent la vérité se resserrer autour d'un cœur douloureux. Lucia a choisi, à sa manière, d'assumer des sacrifices qu'il ignorait. Elle a préféré vendre plutôt que d'admettre qu'elle manquait. Il appelle sa sœur, Patricia, qui gère parfois les affaires familiales dans l'ombre. Patricia est brève, voix tranchante, presque distante. Elle dit qu'elle savait que la mère avait des difficultés, qu'elle avait essayé d'aider, qu'il fallait être pragmatique. Marcelo entend dans son ton quelque chose qui ressemble à une défense précoce, une protection de soi-même. Il pense à toutes les fois où il a cru que l'argent réglerait tout, et la réalité lui répond par l'absence d'un geste, par les vies fragiles du quotidien qui ne se vendent pas en action. La tension monte. On parle de porter plainte, de signaler, d'appeler les services sociaux. Mais Marcelo hésite. Il ne veut pas que sa mère subisse une nouvelle humiliation. Il entend sa voix, si douce, qui murmure qu'elle ne veut pas être un poids. Et il comprend, avec une douleur aiguë, que l'amour d'une mère peut se muer en une loyauté qui tue à petit feu. Il décide de fouiller encore. À la recherche de réponses, il ouvre des armoires, épluche des carnets, range des tiroirs. Il tombe sur une petite boîte en métal, presque invisible, où sont rangées des pièces, des billets fanés, et une série de reçus de retrait d'argent déposés à des dates irrégulières. Les sommes ne paraissent pas énormes, mais elles s'additionnent. Il trouve aussi une facture d'un réparateur, une somme qu'il ne reconnaît pas, payée à quelqu'un qui a travaillé tard pour régler un problème électrique. Marcelo note tout comme un enquêteur, mais son regard est celui d'un fils accusé par ses propres oublis. La découverte la plus étrange est un vieux téléphone portable qu'il n'avait jamais vu auparavant, caché sous le tapis du salon, batterie vide. Sur l'écran, des photos. La mer, la table, les taches violettes sur la peau de Lucia, des images prises en secret, dans l'urgence. Pourquoi des photos de ce genre? Qui a filmé? Qui a sauvegardé ces traces de douleur? Marcelo remonte la piste des images et découvre des messages où quelqu'un l'exhorte à payer, à cesser de harceler, à garder le silence. Le ton est pressant. L'ombre d'un marchandage se dessine. L'exploitation ne serait peut-être pas uniquement physique, mais aussi financière, voire émotionnelle. Il y a aussi, parmi ces fichiers, des enregistrements vocaux, courts, allaitants, où l'on entend la mère parler à voix basse de « ne pas être un poids » et supplier le nom d'un homme qu'elle appelle « ami ». La voix est faible, mais la courbe des mots révèle une intimité qui n'a rien de familial. Marcelo sent la colère monter, mais la refoule, parce que la colère doit attendre la preuve. Il sait qu'accuser sans preuve publique serait dangereux, injuste. Il se sent pris entre la violence de l'image et l'exigence de la prudence. À mesure qu'il assemble ces fragments, une autre vérité commence à émerger avec une force impérieuse. Lucia a protégé. Elle a vendu ses biens pour payer des dettes qui n'étaient pas que les siennes. Elle a pris sur elle pour préserver ce qu'elle aimait, même si cela signifiait se dépouiller. Il y a des tickets d'achat pour des denrées et des médicaments remis à des voisins, des petits dons enveloppés, des remerciements chiffonnés pour des services rendus. La complexité du geste maternel, son courage et sa honte se mélangent en une révélation plus douloureuse que la simple idée d'abus. Marcelo installe un petit carnet, comme un bureau d'enquête improvisé. Il classe les preuves, note les dates, compare les reçus. Il ne peut s'empêcher de se regarder dans le miroir et d'y lire la question. Pourquoi n'ai-je pas vu? Pourquoi mon argent, qui pourrait tout réparer, m'a-t-il donné l'excuse parfaite pour rester loin? Cette culpabilité est le poids silencieux qui l'accompagne à chaque pas. Il décide d'aller plus loin. Il contacte les voisins, un par un. Sida, la voisine du 3e étage, lui raconte des soirées où elle voyait passer des silhouettes inconnues. Parfois un jeune homme à l'air vulgaire, parfois des femmes pressées. Elle confirme que Lucia a souvent refusé de parler des visiteurs, comme si elle voulait sauver quelqu'un d'autre plutôt que sa propre dignité. Donna Johanna fait un geste brusque et sort une enveloppe avec des copies de messages, où Lucia demandait de l'argent pour aider un certain Jonas à régler des dettes. Voilà encore un nom qui se répète. Jonas, dont la présence est floue, comme une tache sur un tableau. Qui est-il? Un ami? Un parasite? L'ombre d'un manipulateur commence à prendre forme. Marcelo, en homme d'affaires, sait qu'il faut des preuves. Il veut des images, des documents, des têtes à qui parler sans s'emporter. Il se souvient d'avoir aperçu, il y a quelques mois, une petite caméra de surveillance dans la cage d'escalier de l'immeuble, un dispositif qui enregistre le passage. Il se demande si elle a filmé quelque chose. La possibilité l'excite et l'effraie. S'il y a des images, elle pourrait incriminer, mais elle pourrait aussi délivrer l'explication qu'il manque. Il obtient l'autorisation du syndic pour regarder les enregistrements.
Les fichiers sont lourds, désordonnés. La première visualisation est frustrante. Des allées, des silhouettes, des heures qui se succèdent sans événement apparent. Puis, tard dans la nuit, une scène attirera son attention. Un homme qui entre vers minuit, qui reste un temps dans l'appartement de Lucia, qui repart avec une démarche qui ne promet rien de bon. Dans une autre séquence, on voit une silhouette aider Lucia à se relever, avec rudesse ou avec soin. L'image est floue, les gestes sont ambivalents. C'est suffisant pour ajouter une couche de doute, mais pas assez pour condamner. Marcelo accuse la douleur d'être trop grande pour attendre la certitude. Il comprend alors que l'histoire n'est pas faite d'un seul coupable. Il y a des mains qui ont laissé faire, des services qui n'ont pas été appelés, des voisins qui se sont tus. Et surtout, il y a la décision de sa propre mère de cacher la vérité pour ne pas inquiéter. Cette décision est un geste d'amour devenu piège. Ne sachant plus où orienter sa colère, Marcelo choisit une action à la fois simple et risquée. Installer une petite caméra discrète dans le salon, un appareil qu'il appellera, avec une neutralité clinique, la preuve. Il demande à Anna, l'aide à domicile, de ne pas toucher à l'appareil, de faire son travail. Il installe aussi un suivi des médicaments, un pilulier électronique pour traquer les doses. Il engage une infirmière supplémentaire pour les nuits. Il répare ce qu'il peut réparer immédiatement. Il achète un nouveau lit, il renvoie les matelas qui semblaient inadaptés, il commande des aides techniques. Mais il sait au fond que ces gestes matériels ne suffiront pas à réparer l'absence qui l'a rendu si aveugle. La première nuit avec la surveillance est longue. Marcelo reste éveillé, assis devant son ordinateur, les yeux fixés sur l'écran comme on fixe une issue. Il boit café après café, le souffle court. À 3 heures du matin, l'image captive son attention. Une silhouette pénètre dans le champ, hésite à la porte, entre, se dirige vers le canapé, parle à voix basse. Lucia, qui s'était relevée pour prendre de l'eau, boit et s'assoit. L'homme la serre par le bras, la prise semble ferme, presque autoritaire, puis il repart. Les gestes sont rapides, presque banals, mais le ton des chuchotements laisse entendre qu'il y a plus qu'une visite anodine. Marcelo arrête la vidéo plusieurs fois, revient en arrière, ralentit, agrandit. L'émotion le tient, mais la prudence, encore une fois, le rappelle à l'ordre. Ces images sont des indices, pas un verdict. Le lendemain, dans la lumière blême, il confronte certains éléments en silence. Il appelle Jonas, utilisant un numéro trouvé sur un petit carnet. On lui répond d'une voix qui se voudrait douce, rassurante. Jonas se présente comme un ami d'enfance, quelqu'un qui avait aidé Lucia à régler des petites dettes. Sa voix est mielleuse, mais Marcelo perçoit une nervosité qui le trahit. Les questions deviennent des piqûres. Jonas promet, esquive, dit qu'il voulait juste veiller. Marcelo ressent cette parole comme une excuse qu'on donne à la nuit. Il y a cependant des zones grises. Patricia, sa sœur, apporte une version où les choses ne sont pas nettes. Des promesses d'aide restées lettres mortes, des disputes familiales sur la gestion des ressources, des rancœurs anciennes qui expliquent la distance. Marcelo réalise que la vérité a plusieurs visages et que sa quête risque d'ouvrir des blessures qu'il ne sait pas refermer. Il se demande, si l'on ramène tout au grand jour, qui protégera sa mère? Qui lui rendra sa dignité rompue? Dans une conversation tardive avec Lucia, alors qu'elle regarde une vieille photo de famille, elle finit par chuchoter un fragment qu'il n'avait pas anticipé. « Je ne voulais pas te déranger, j'ai pensé que l'amour s'était donné sans compter. » Ses mains tremblent encore. Elle parle enfin d'argent détourné, non pas pour elle, mais pour combler des trous laissés par d'autres, par des dettes qu'elle croyait devoir payer pour épargner la honte de la famille. Elle explique qu'elle a vendu la table où il prenait le café, qu'elle a accepté des prêts, que parfois elle a menti pour protéger l'image du fils prodigue. Cette confession lui arrache des larmes plus déchirantes que la colère. Marcelo sent son monde vaciller. La violence dont souffre sa mère n'est pas seulement celle d'une main qui frappe, mais aussi celle d'une société qui met l'isolement et la honte sur le dos des plus faibles. Il comprend qu'il a manqué à sa tâche la plus élémentaire, surveiller, aimer, être présent. Et pourtant, il ressent aussi une autre poussée, celle d'une détermination nouvelle, un désir de réparer, d'agir, de transformer la honte en une opportunité pour changer quelque chose de plus grand que sa maison. Mais avant qu'il puisse poser les premières pierres de réparation, les images qu'il a mises de côté ressurgissent. Sur la vidéo, on distingue une conversation entre Anna et une voix étouffée, où l'on parle d'un retrait d'argent, d'un rendez-vous, de pression et d'obligation. Ces mots se séparent dans l'air comme des indices, manipulation financière, complicité possible d'un proche, peut-être d'une personne de confiance. Marcelo reste immobile, le cœur martelé par la peur de se tromper, la crainte de briser des vies sur la base de suppositions. Il ferme l'ordinateur, respire et comprend que la douleur de la découverte a pris racine. Il sait aussi que chaque décision devra être prise avec soin. La vérité qu'il a trouvée juste ici est incomplète, et c'est dans l'incomplétude que naît la tension la plus insoutenable, entre l'évidence du malheur et la nécessité d'une preuve qui tienne. À cet instant, une nouvelle notification apparaît sur l'écran, une archive retrouvée, datée de la nuit précédente. Marcelo hésite, puis clique. La vidéo démarre. La caméra montre le hall.
la porte s'ouvrant lentement, une silhouette qui passe, puis un visage que Marcelo reconnaît soudain comme étant celui d'une personne qu'il n'attendait pas. Le cœur se serre, la gorge se noue. Ce visage pourrait changer tout ou rien, mais il suffit à faire basculer la réalité. Le visage sur l'écran apparaît, net, comme un coup de théâtre que Marcelo n'attendait pas. Il a l'air familier, pas exactement un inconnu, pas non plus un parfait étranger. C'est quelqu'un qu'il a déjà croisé, un détail dans une réunion, un sourire discret dans une réception. C'est l'homme que Patricia fréquentait depuis des mois. Un homme dont le nom n'avait pas été prononcé avant et qui maintenant se tient dans le hall, regarde autour de lui, rentre dans l'immeuble comme s'il connaissait le chemin par cœur. Le cœur de Marcelo se serre. Le puzzle prend une face qu'il ne voulait pas voir. Il éteint l'ordinateur, le souffle court, puis le rallume. Il revit la scène au ralenti, scrutant chaque geste. L'homme tire quelque chose de sa poche, échange quelques mots avec une silhouette, puis s'éloigne. Les images sont une offrande cruelle. Elles donnent à voir sans interpréter. Marcelo sait que ce qu'il vient de voir le met face à une responsabilité qu'il ne peut plus fuir. Il se lève, marche jusqu'à la fenêtre, observe les lumières de la ville et pense à la vie qui file entre les doigts. Puis il compose un numéro. La conversation avec Patricia est glacée au début. Elle nie, elle minimise, souffle des explications qui se brisent vite. L'homme de la vidéo, un ami, un collègue, quelqu'un qui avait aidé parfois. Elle s'énerve, puis s'effondre en sanglots, en vieux reproches échangés depuis l'enfance. Marcelo écoute, mais il n'argumente pas. Les images parlent. Il ne veut pas la transformer en accusée, il veut comprendre. Il sent la fragilité de leur histoire familiale se fissurer, des années d'absence, des non-dits, des rancœurs mal placées. Il décide d'agir méthodiquement. Il prend rendez-vous avec l'avocat de la famille, non pas pour lancer une machine judiciaire frénétique, mais pour savoir comment protéger Lucia, tout en garantissant que les preuves qu'il a trouvées soient traitées de manière rigoureuse. L'avocat lui explique calmement les démarches possibles. Dépôt de plainte, signalement au service social, saisine du gardien de l'immeuble pour obtenir les enregistrements officiels. Rien d'automatique, tout de l'ordre de la procédure et du respect des droits. Marcelo se sent soulagé par cette clarté légale, mais encore plus par le fait d'agir selon des règles. Il ne veut pas détruire des vies sans fondement, mais il veut arrêter la souffrance. Entre-temps, l'hôpital appelle. Lucia, malgré un traitement attentif, reste fragile. Le médecin répète que l'état de déshydratation a été sévère et que les hématomes correspondent à des traumatismes d'âge variés. Il suggère un signalement social, explique qu'il conviendrait de nommer des référents pour les soins et propose une équipe pluridisciplinaire. Marcelo accepte. C'est une victoire minime. La machine de soins se met en route, mais reste froide face à l'intime brisé. La première confrontation se déroule sans éclat. Marcelo invite Patricia chez lui cette fois, dans le salon où les photos anciennes s'alignent comme une galerie de ce qu'ils ont été. Il lui montre la vidéo, sans accusation, simplement les images. Le silence qui suit est lourd comme un coup. Patricia baisse les yeux. Elle craque. Ses explications se mêlent au regret. L'homme de la vidéo est le compagnon secret qu'elle a eu peur de montrer. Il est celui qui lui a prêté de l'argent, celui qui a promis un travail pour lequel elle aurait besoin d'un appui, celui qu'elle a laissé s'approcher de la mère, pour faire simple. Elle avoue que parfois, il venait chercher de l'argent pour régler des dettes qu'elle avait contractées. Elle avoue qu'elle a demandé à Lucia de ne pas en parler pour éviter le scandale dans la famille. Les mots tombent comme des pierres. Marcelo sent une colère vive, mais ce n'est pas la première émotion. Il est surtout envahi par une tristesse immense. Une tristesse qui vient de la mise en évidence d'un tissu d'absence et de honte familiale. La question devient comment protéger Lucia sans la dépouiller de sa dignité. Marcelo prend une décision qui vient autant du cœur que de la raison. Il va proposer une solution complète. Changement d'équipe de soins, contrôle des accès à la maison, gestion transparente des finances de sa mère, sous la forme d'un mandat de protection future qui, sans être humiliant, garantit que personne ne profitera plus de sa solitude. Il propose aussi d'ouvrir une discussion familiale, de restaurer des accords, mais seulement s'ils sont prêts à affronter la vérité. Il commence par faire sortir Anna de la maison. Il ne la traite pas en accusée publique. Il lui explique qu'il faut clarifier certaines choses pour le bien de sa mère. Anna pleure, nie, finit par avouer des erreurs, oublie, fatigue, moment d'égarement, mais nie toute violence intentionnelle. Elle avoue en revanche avoir accepté des petits coups de main en liquide, des demandes qui la mettaient mal à l'aise. Marcelo, dosé d'une colère contenue, la remercie pour ce qu'elle a fait de bien et lui demande de partir, en lui proposant une aide pour se remettre sur pied, une opportunité de formation pour travailler autrement si elle le souhaite. La mesure est sévère, mais humaine. Ce n'est pas une damnation, c'est un changement nécessaire. La vraie épine toutefois, c'est Jonas, ou l'homme qui usurpait ce nom. Marcelo le convainc. Il lui parle calmement, la voix basse, sans éclat théâtral. Il lui montre la vidéo, les échanges, les traces de retrait. L'homme réagit d'abord par le silence, puis par une tentative d'explication qui se transforme en aveu. Il a demandé de l'argent, utilisé la solitude de Lucia, joué sur sa peur d'être un fardeau. Il n'avoue pas les gestes physiques, mais les mots qu'il a dits lors des enregistrements laissent deviner une pression morale et financière constante. Marcelo l'écoute, puis le repousse hors de la maison. Il l'oblige à rendre une somme, annonce qu'il va porter plainte.
Il se refuse à la violence, mais il pose une frontière nette. Pour Lucia, la confrontation est une épreuve. Elle a protégé des personnes, vendu ses meubles, gardé des secrets. Lorsqu'elle est seule avec Marcelo, elle explique d'une voix brisée qu'elle a voulu sauver des vies. « Je pensais que l'amour s'était payé quand on le pouvait, caché quand c'était nécessaire », murmure-t-elle. Elle parle des nuits à compter le peu qui restait, des appels de voisins, des promesses non tenues. Marcelo l'écoute et quelque chose en lui change. La colère fond en une volonté d'action. Il n'entend plus que ses regrets. Il écoute l'histoire d'une femme qui a donné jusqu'à se perdre. La décision qu'il prend est double, réparer l'immédiat et penser plus loin. Il engage une infirmière expérimentée pour superviser les soins, une assistante sociale pour monter un dossier de protection et un conseiller financier pour remettre de l'ordre dans les comptes. Il transforme la maison, un lit adapté, un éclairage doux, des prises sécurisées, des tiroirs fermés. Mais surtout, il commence à être présent. Il annule des voyages, réaffecte des temps à sa mère. Il va au rendez-vous, s'assoit aux petites heures, boit un café tiède en face d'elle et réapprend à être fils. La ville autour ne se referme pas sur ce qu'ils ont vécu. Les voisins, qui au début étaient murmures et regards, prennent part aux réparations. Donna Joana apporte des fruits, Sida se rend disponible pour aider à des courses, et même des visages autrefois indifférents deviennent des présences. Il y a des paroles laconiques, des caresses discrètes, des gestes qui pèsent lourd. Marcelo constate que la réparation demande autant de temps que l'abandon en a créé. Il décide qu'il faut que cela aille plus loin. Il commence à travailler sur une idée, d'abord comme une ébauche, un lieu de soutien pour personnes âgées isolées, une structure qui ne serait pas un hospice, mais un réseau de présence. Il pense à des visites régulières, à des échanges de services, à des ateliers, au partage des tâches. Il imagine un emplacement modeste, un ancien café transformé en espace où se tiennent des conversations, où les voisins trouvent de l'aide, où on enseigne à des proches comment éviter les pièges de l'isolement. L'idée le porte, devient presque une mission. Il choisit de l'appeler le Café des Reliances, un lieu pour renouer des liens. Avant de lancer quoi que ce soit, il veut stabiliser la situation familiale. La relation avec Patricia est tendue, mais des conversations commencent à se tenir sans éclat. Patricia explique sa honte, ses dettes, sa peur de perdre la face. Elle admet qu'elle a mal géré une histoire privée et qu'elle a mis leur mère en position de payer pour ses erreurs. Elle propose de participer à la réparation. Marcelo accepte, mais demande transparence et action concrète. Travail volontaire pour remettre de l'ordre, présence au rendez-vous, aide à l'organisation. Ces gestes sont plus que symboliques, ils sont l'épreuve de la volonté de changer. Un jour, en fouillant encore de vieux cartons, Marcelo découvre une lettre pliée, un texte manuscrit de Lucia, adressé à lui, daté d'une année qu'il avait presque oubliée. Elle y parlait avec une tendresse sans condition, et aussi d'une peur, la peur de le déranger, la crainte de l'ennuyer. Elle y écrivait qu'elle garderait le vieux meuble pour la table du matin, mais qu'elle vendrait si cela pouvait aider. Lire ces mots lui lacère la cœur. Il comprend que les sacrifices de sa mère n'étaient pas faits d'ignorance, mais d'un amour qui se donnait sans compter, même au prix de sa propre dignité. Cette compréhension l'ébranle plus que toutes les preuves matérielles. La plainte est déposée. Marcelo veut que la justice fasse son travail, qu'elle protège sa mère et définisse les limites. Les policiers prennent des témoignages, récupèrent des enregistrements officiels de la caméra de l'immeuble, demandent aux voisins de témoigner. Jonas est entendu, les retraits bancaires sont signalés aux autorités compétentes. Sans scénario sensationnel, la procédure avance d'un pas lent et rigoureux. Il n'y a pas d'explosion dramatique de condamnation immédiate. Il y a une enquête, des pièces à assembler, des dépositions. Marcelo attend, parfois en colère, parfois angoissé, souvent épuisé. Mais il ressent aussi que l'étau qui pesait sur sa mère se desserre peu à peu. La vie recommence à l'intérieur de la maison. Les grandes transformations sont visibles. La chambre de Lucia est chaude, le ventilateur tourne doucement. Une nouvelle moustiquaire protège la fenêtre. Mais les changements les plus profonds se font dans les gestes. Les petites attentions du fils, la présence d'une infirmière fiable, les conversations avec des voisins qui ne se contentent plus de la commisération. Un jour, Lucia sourit en préparant le café, et ce sourire est comme un point de départ. Il se raconte des histoires d'avant, des perles d'un passé que l'argent n'a jamais pu acquérir. Marcelo écoute, sans téléphone, sans agenda, sans projet. Il reste présent. La décision de créer le Café des Reliances devient une action mesurable. Marcelo investit personnellement, non comme un geste ostentatoire, mais comme une promesse tenue. Il engage une petite équipe pluridisciplinaire, une coordinatrice sociale, une infirmière spécialisée en gériatrie, un comptable pour gérer la transparence des fonds. Il rencontre des associations locales, cherche des partenariats. Le centre commence avec des ateliers de convivialité, un service de visite à domicile et des formations pour aide à domicile afin d'améliorer la qualité de l'accompagnement. Il insiste sur un point, la dignité des personnes âgées doit rester au centre. Tout projet doit être co-construit avec elles, pas pour elles. Pendant ce temps, les effets de l'affaire se font sentir dans le cercle familial. Patricia, qui avait d'abord fui, commence à apparaître régulièrement. Elle participe aux réunions, engage des solutions financières honnêtes et s'excuse publiquement auprès de leur mère. C'est une scène difficile et humble.
Devant Lucia, elle parle, avoue ses erreurs et propose d'aider à la comptabilité, d'assister au rendez-vous. La mère, qui n'est ni vengeresse ni aveuglée, écoute. Elle se tient parfois à l'écart, mais parfois elle tend la main. Le pardon se construit en actes, pas seulement en paroles. L'histoire avec Anna, l'aide à domicile, est traitée avec prudence. Marcelo ne veut pas la jeter comme une coupable unique. Il lui propose une indemnité et un accompagnement pour une remise à niveau professionnel. Anna accepte, en larmes, reconnaissant ses manquements. Elle n'était pas un monstre, elle était fatiguée, mal formée, parfois dépassée. Elle s'engage à suivre une formation et à se remettre en question. Marcelo comprend que la réparation sociale implique parfois de reconstruire ceux qui ont failli, sans nier les responsabilités. Le procès des comportements abusifs, lui, n'est pas un spectacle. La plainte donne lieu à des auditions, à des vérifications bancaires, à des confrontations calmes. Jonas nie encore, puis lâche des éléments. Il est question d'extorsion morale, d'abus de confiance. La justice suit son cours. Marcelo ne se laisse pas griser par l'idée d'une condamnation exemplaire. Il veut surtout que la mère soit reconnue comme victime, protégée et rétablie dans sa dignité. Les poursuites sont engagées et l'enquête avance. Parallèlement, Marcelo s'efforce de réparer la relation qui existe entre argent et présence. Il réalise chaque matin qu'avoir des ressources ne suffit pas. Il s'installe des rituels, un déjeuner hebdomadaire avec sa mère, un après-midi où il lit pour elle des extraits de romans qu'elle aime, un petit carnet où il note les anniversaires du quartier pour inviter des voisins. Ces actes simples ont une force thérapeutique. Il déplace doucement les responsabilités partagées. Le lancement officiel du Café des Reliances est sobre. On retire la bâche, on sert le premier café. Lucia est là, installée à une table, les mains épaisses d'une vie, les yeux vifs comme des lucioles. Elle n'est pas sur un piédestal, elle parle, rit parfois, raconte des anecdotes que personne n'imaginait. Les voisins s'y pressent, des bénévoles se proposent, des familles touchées par des situations similaires partagent leurs histoires. Marcelo prend la parole, bref, sans grandiloquence. Il dit que l'idée n'est pas d'acheter des réparations, mais de construire des liens. Il invite à la vigilance, à la présence, à l'attention. Les applaudissements sont modestes, sincères. Il y a des moments d'émotion pure. Une voisine âgée, qui avait perdu tout espoir, retrouve l'envie de participer à un atelier de couture. Un homme de 50 ans trouve de l'aide pour rendre visite à son père malade. Des jeunes se portent volontaires pour accompagner des courses. Le projet prend une forme citoyenne. Des petites équipes d'entraide, des cours sur l'administration pour personnes âgées, un réseau de surveillance non intrusif. Marcelo découvre que son argent, quand il est placé dans la relation et l'organisation, a une force de transformation plus grande que dans les transactions froides. Au fil des mois, la maison de Lucia se transforme aussi. Le lit devient un espace confortable, la table retrouve sa place. Non pas comme un symbole d'un passé vendu, mais comme un meuble réparé, choisi de nouveau pour les matins tranquilles. Il y a des rires autour de tasses de café, des mains qui se tiennent, des visites qui s'échelonnent. La peau de Lucia garde des marques, traces d'une histoire qui ne s'efface pas, mais elles perdent de leur vertige quand la présence humaine est respectueuse. Marcelo apprend à être patient. Il comprend que la réparation est lente, mais possible. La relation avec Patricia, bien que précaire, se stabilise. Ils se reconstituent comme frères et sœurs avec des cicatrices honnêtes. Ils discutent, parfois s'affrontent, souvent s'accordent pour l'essentiel. Ils tiennent des réunions familiales, des plans, des budgets. Ils s'engagent à ne plus laisser la solitude s'installer. Parfois, ils se reprochent encore des absences, mais ils travaillent. La honte se transforme en responsabilité active. Un soir, alors que la lumière du couloir diffuse une lueur ambrée, Marcelo entre et trouve sa mère assise, regardant par la fenêtre. Elle tient entre ses doigts l'ancienne photo que Marcelo avait touchée le soir de sa découverte. Il s'assoit en silence à côté d'elle. Ils boivent un café qui a refroidi et se regardent. Elle dit d'une voix plus claire que d'habitude « Je suis fière de toi, malgré tout ». Il sent la phrase comme un baume et comme une blessure. Il répond simplement « Je suis là maintenant. C'est tout ce que je peux promettre. Être là ». L'histoire n'efface pas tout. La reconnaissance juridique des faits prend du temps. Certains visages disparaissent du paysage, d'autres restent et demandent réparation. Mais la transformation sociale qu'il a initiée commence à se diffuser. Des voisins qui autrefois détournaient le regard s'occupent des serments des autres. Des aides à domicile bénéficient de formations dignifiantes. Des familles partagent leurs peurs et leurs ressources. Marcelo sait qu'il a un long chemin à parcourir, mais il ne veut plus être un absent. Son argent devient un instrument de lien, non un prétexte à l'oubli. Le projet grandit progressivement. Le Café des Reliances ouvre une antenne dans un quartier voisin, organise une campagne d'information sur la maltraitance des personnes âgées et crée un fonds local pour aider à financer aide et aménagement. Marcelo met en place une transparence financière totale. Chaque fonds est publié, chaque dépense justifiée. Il veut que la réparation ne soit pas spectacle de richesse, mais engagement concret. Il reste attentif aux limites. Il n'impose pas de solution, n'attire pas la compassion pour sédentariser la douleur, il cherche des réponses durables. Le dernier acte intime se déroule entre la mère et le fils, loin des discours publics. Un matin doux, ils se retrouvent au jardin, la tasse de café entre les mains, le vent qui joue avec les feuilles.
Lucia prend la main de Marcelo, la serre comme pour s'assurer qu'il est réel. Elle lui dit, sans pathos, qu'elle a peur parfois de l'avenir, mais qu'elle ne regrette pas d'avoir protégé des vies si cela a été l'expression de son cœur. Marcelo lui répond qu'il ne la laissera plus porter seule ce poids. Ils se regardent et il y a une paix fragile, honnête, que ni l'argent ni la loi n'ont pu imposer. La caméra qui aurait pu documenter l'humiliation devient dans ce récit un instrument de justice. Les enregistrements, traités avec respect, ont permis d'arrêter des abus et d'ouvrir une enquête. Mais la vraie victoire pour Marcelo n'a pas été de voir quelqu'un puni, elle a été de réparer, de protéger et de transformer la honte en action collective. Il a appris que la présence est une ressource que l'argent ne remplace pas. À la fin, la maison de Lucia n'est pas un sanctuaire parfait, mais c'est un foyer où les bruits de la vie reprennent leur place, la cafetière qui bourdonne, la radio qui diffuse une chanson douce, le portail qui s'ouvre et se ferme avec un bruit familier. Les marques violettes restent comme un rappel silencieux d'une histoire douloureuse, mais elles sont désormais accompagnées d'attention, de visites, de soins. Lucia, plus lucide et apaisée, prend part aux activités du café, raconte parfois son histoire aux autres, non pas pour susciter pitié, mais pour appeler à la vigilance. Marcelo, de son côté, a changé. Il a cessé d'être ce millionnaire qui pensait tout résoudre par un geste ponctuel. Il est devenu un homme qui mesure l'importance de l'écoute, de la présence, de l'engagement. Sa richesse a désormais un visage humain. Son projet social perdure. Il n'est pas une vitrine, mais une réponse. Il sait que ce n'est pas la fin d'un cycle de douleur. Il sait que d'autres personnes âgées restent invisibles. Mais il a appris à regarder, à recevoir des récits, à transformer la culpabilité en action. Cette histoire se termine sur une image simple et lourde de sens. Une tasse de café partagée, la photo ancienne sur la table et deux mains, une plus ridée, l'autre plus ferme, qui se tiennent. Le vent entre par la fenêtre et fait danser la nappe. La maison respire. Et dans ce souffle, il y a la promesse d'une présence renouvelée. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et abonnez-vous pour d'autres récits qui nous rappellent combien la présence compte.